bonjour chers maîtres, chers collègues. J'ai le plaisir de vous présenter un topo qui sera intitulé Syndrome de repolarisation précoce. Donc, pour ceci, je vais commencer par un cas clinique qui est rapide. Donc, ce cas clinique, c'est un patient âgé de 17 ans qui perd connaissance brutalement après un effort. Pas de notion de douleur thoracique, ni de palpitation, ni de syncope précédant l'événement, pas de prise toxique. Appel du SAMU, c'est un patient qui était en arrêt cardio-respiratoire avec mise en place d'un défibrillateur semi-automatique. Après 5 chocs électriques externes, ils ont pu restaurer un rythme sinusal. Et après récupération du données du défibrillateur à l'hôpital, c'est un patient qui faisait de l'AFV. Donc voilà le tracé juste après l'arrêt. Donc dans ce tracé, on voit que le rythme est sinusal, on voit un sus-décalage manifeste en septo-apicolatéral et plus ou moins à l'inférieur, avec bien sûr une absence de miroir. Donc ce patient bénéficiait d'une coronarographie d'emblée. Donc à la coro c'était normal, il n'y avait pas de spasme, pas d'anomalie de naissance de coronaire, ni absence de lésion des coronaires. Donc ECG post-coro immédiat, on voit que le sus-décalage commence un peu à régresser. Et on a aussi que ce sus-décalage n'est pas très typique, n'est pas concave ou convexe qu'on connaît, avec une ascension du point J qui est évidente dans le territoire apicolatéral, septo-apicolatéral. Donc, durant son hospitalisation, c'est un patient qui a bénéficié d'une échocardiographie qui est normale, IRM cardiaque qui était normal, test à l'ajmaline qui était revenu négatif pour démasquer un brugada. Donc, à 6 jours de son hospitalisation, on voit le CG. Pour un peu faire une comparaison comment il évolue, on voit que le sus-décalage a vraiment régressé après avoir récupéré ce malade qui allait mourir subitement. Et le CG à 6 jours, on voit cet aspect de sus-décalage atypique avec un crochetage de la partie terminale du QRS en septo-apicolatéral et un peu en inférieur. Donc cet aspect électrique qu'on voit, c'est un aspect typique de repolarisation précoce en inférolatéral. Donc si on résume un peu, on a une ascension du point J, variable dans le temps, dans le territoire inférolatéral, avec un crochetage du QRS dans les mêmes territoires à sa partie terminale. Devant cet événement rythmique associé à cet aspect ECG, on a le droit de parler d'un syndrome de repolarisation précoce et ce malade a bénéficié d'un défibrillateur automatique implantable avec dépistage familial de premier degré. Donc si on revient un peu dans l'historique, c'est depuis les années 36 que Shipley parle de cet aspect et il était considéré comme une variante normale. Et dans les années 60, on parlait même d'ST juvénile qui est normal, surtout chez les sujets noirs et sportifs et disparaît à l'effort. Et vers les années 80, c'est là où on se demande la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la mort subite et la repolarisation précoce? Et c'est l'équipe de Heisseger de Bordeaux qui ont vraiment confirmé ce lien. C'est qu'en 2008, après ce long passé de soi-disant aspect normal de repolarisation, qu'on confirme vraiment un lien entre la mort subite et cet aspect. Donc pour définir cet aspect de repolarisation, on peut dire que c'est une élévation du point J supérieure à 1 mm dans les dérivations latérales et ou inférieures dans au moins 2 dérivations du même territoire. En fait, il s'agit d'une repolarisation prématurée du myocarde. C'est une différence de potentiel entre l'épicarde et l'endocarde qui va entraîner une repolarisation épicardique prématurée. Et ceci va entraîner une hétérogénéité dans la repolarisation épicarde-endocarde qui va rendre le myocarde plus ou moins vulnérable aux arythmies ventriculaires graves. Donc associé à cette élévation, on a soit un empattement, soit un crochetage de la branche de la fin du QRS, et surtout que ça fluctue dans le temps et selon les conditions du malade. Donc si on voit ici un peu, comme on vient de dire, que au niveau épicardique, que la repolarisation elle est un peu prématurée, sur le CG en général ça se manifeste par cet aspect qu'on a dit de crochetage de la branche QRS dans sa portion terminale. Et pour dans ce tableau qu'on voit ici publié en 2013, les définitions ont changé. Avant, on prenait en compte surtout le sus-décalage du segment ST, et actuellement, les deux types qu'on voit le plus, c'est soit l'empattement ou le crochetage de la branche terminale du QRS,
ou l'empattement de sa branche terminale. C'est ces deux types qu'on voit le plus souvent en pratique clinique. Donc il faut différencier entre l'aspect et le syndrome. L'aspect de repolarisation précoce, il est très fréquent. Il ne faut pas avoir la surprise de ne pas en voir chez les sujets jeunes. C'est environ 1 à 9% dans la population générale selon les études. Et le syndrome de repolarisation précoce, c'est cet aspect électrique associé à une FV idiopathique documentée. C'est là où on parle d'un syndrome de repolarisation précoce. Donc on continue dans ce qui est épidémiologie, c'est une étude qui a été faite sur une population algérienne de 441 patients. Et on voit que quand même il y a une prévalence de 12,4% chez ces sujets qui ont été recrutés de façon aléatoire, normaux. Donc quand même l'aspect de repolarisation précoce, il est fréquent, on va en voir tous les jours et il faut savoir quand est-ce qu'il est malin et quand est-ce qu'il faut le considérer comme bénin ou pousser les investigations. Bon, je vais faire un petit rappel, je ne vais pas m'attarder. Sur les types de repolarisation normale, donc la repolarisation précoce, cet aspect est toujours considéré pendant longtemps comme une repolarisation précoce dans les variantes normales. On a la repolarisation juvénile chez les enfants, repolarisation de type masculine avec les ondes T qui sont amples, repolarisation atriale qui ne doit pas faire confusion avec le sous-décalage. Ce qui attire l'attention, ça commence dès les oreillettes, cette repolarisation, et se continue avec le segment ST. Et la repolarisation atriale type sinus coronaire sont des ondes P inversées en général en inférieur. Donc pour le potentiel d'action, ici on voit le potentiel d'action, c'est juste pour vous montrer la phase de repolarisation, que vous connaissez bien ce tracé. C'est la troisième phase, bien évidemment, et cette phase est marquée surtout par l'entrée d'un flux massif potassique. Et cette phase avec cette entrée de potassium, elle est bien impliquée dans la physiopathologie de ce syndrome, parce que dans ce papier de 2010, il parle de modification de repolarisation paraissent dues à un déséquilibre entre les canaux ioniques entrants et les canaux potassiques sortants. Une augmentation du courant potassique repolarisant entraîne une surélévation du point J, et l'importance de cette balance explique la prévalence accrue chez les athlètes et leur diffusion à l'effort due surtout à une hypertonie le plus souvent vagale. Donc ça c'est la question qui a depuis longtemps n'avait pas de réponse. Et c'est cette équipe de Bordeaux en 2008, après cette étude, qui ont fait sur 206 patients, qui ont survécu à une FV idiopathique. Ils ont remarqué quand même que ces patients, 31% parmi eux avaient un aspect de repolarisation précoce, versus 5% d'une population contrôle appariée qui ont les mêmes aspects, que ce soit l'âge, le sexe, les facteurs de risque, que ces patients qui ont fait les FV. Donc quand même, ces patients, 31% versus 5%, c'est quand même une différence qui est significative. Et parmi ces patients qui ont récidivé cette FV, 41% parmi eux avaient le syndrome de repolarisation précoce, versus 23% qui n'avaient pas cet aspect électrique. Donc, Rousseau aussi, qui a fait une autre étude après celle de Heisseger, qui a comparé 45 patients après FV idiopathique versus 124 des sujets contrôlés, 121 sujets jeunes sportifs. Ils ont trouvé aussi une incidence accrue de repolarisation précoce dans le groupe avec FV idiopathique, 42% versus 13%. Donc les études ont pratiquement les mêmes résultats. Et on rappelle que la prévalence de cet aspect est à 1 à 9%. Et dans les FV idiopathiques, on a de 15 à 42% de repolarisation précoce à l'ECG. Donc cette étude aussi finlandaise en 2009 qui était publiée dans le New England, elle a fait une cohorte de 10 864 patients. Le but de l'étude était de rechercher la maladie coronaire chez cette grande cohorte, et par hasard ils ont remarqué une prévalence élevée d'aspect de repolarisation précoce avec une prévalence de 5,8%. Et ce qui a attiré leur attention par contre, c'est parmi les décès qu'ils ont enregistrés dans les patients qui avaient cet aspect de repolarisation précoce, c'est surtout la repolarisation précoce en inférieur qui était accrue, qui était pourvoyeuse d'arythmie cardiaque chez ces patients. Et pour ce qui est de la repolarisation en latérale, ce n'était pas significatif. Donc dans ce tableau, par exemple, on voit en jaune tout ce qui est prévalence et en rouge tout ce qui est risque arythmique. Et on voit que plus on monte dans l'aspect électrique, plus le risque arythmique est grave, et on voit que le syndrome de repolarisation en latéral, c'est le plus fréquent du point de vue prévalence, et c'est le moins arythmogène, suivi de l'inférieur ou l'inférolatéral
jusqu'à aller au Brugada. Donc si on va parler un peu de la surveillance du point J dans la repolarisation précoce, donc c'est toujours la même équipe qui a étudié les modifications dynamiques de la repolarisation précoce. Chez 18 patients porteurs de repolarisation précoce qui ont fait une FV, voire orage rythmique durant leur hospitalisation, l'amplitude du point J était augmentée pendant les périodes arythmiques comparativement à l'état de base. Donc on voit de 2,6 à 4,1 mm, plus ou moins 2. Donc ils ont remarqué aussi, par rapport à leur prise en charge, que les quinidine et l'isoprénaline étaient très efficaces dans la prise en charge de ces patients lors des orages rythmiques potentiellement sévères. Or, ces deux traitements ont systématiquement diminué l'importance de l'ONG, voire normalisé le CG de ces patients. Donc, c'était leur constat par rapport à ce fait. Et toujours chez eux, ce tracé qu'ils ont publié, on voit très bien que par rapport à l'état de base, le sus-décalage ou l'ascension du point J augmentait avant la survenue d'événements rythmiques. Donc cette ascension du point J a été plus marquée ou si vous voulez innovatrice de ces événements rythmiques. Donc les tests pharmacologiques en général sont décevants, n'améliorent pas la sensibilité de l'ECG pour le diagnostic, n'identifient pas les sujets à risque et la manœuvre de Vassalva est discutée parce qu'elle est positive de façon pas très significative vers les alentours de 0,5 mm le sus-décalage dans les deux dérivations et on voit bien ici la différence entre l'ECG de repos et après Vassalva. Donc c'est pas un truc qui était vraiment significatif et qui est faisable de pratique courante. Donc, comment identifier les sujets à risque? Donc, ça c'est le challenge du médecin devant un aspect de repolarisation précoce à l'ECG. Quand est-ce que dire que ce patient est à risque ou laisser le patient et le reconforter et que c'est tout à fait une anomalie qui est normale et il n'a pas droit à s'inquiéter. Donc, identifier les sujets à risque, ce sont les sujets qui ont un aspect de repolarisation précoce, on peut dire maligne. Et pour ceci, le premier critère, ou bien le critère le plus important, c'est l'antécédent de syncope. C'est le critère le plus important. Cette syncope, on dit que probablement il est dû à une FV spontanément résolutive. 28% des sujets porteurs de repolarisation précoce avaient fait une syncope, selon la plus grande étude. Et la prévalence de la repolarisation précoce est 10 fois supérieure chez les sujets ayant fait une syncope sans cause organique. Donc après la notion de syncope, les antécédents familiaux de mort subite inexpliquée chez les sujets jeunes, moins de 45 ans. L'amplitude du point J, comme on vient de voir, plus l'amplitude est importante, plus le risque de décès est important. Et surtout quand il est supérieur à 2 mm. La répartition du point J dans les dérivations latérales et inférieures et la morphologie du point J. Le notch, il est plus à risque que l'empattement. Donc, je résume un peu l'aspect qui est un peu qui doit attirer l'attention de la repolarisation précoce. Donc on voit en rouge tout ce qui est dangereux et en bleu tout ce qui est réconfortant. Donc, tout ce qui est dangereux, c'est l'aspect de notch et le sus-décalage qui est le ST qui est horizontal ou descendant. Quand il est ascendant ou quand on a un empattement, c'est plus ou moins rassurant. Donc ce tableau aussi résume tout ce qu'on vient de dire. Les risques, ceux qui sont à plus de risques, ce sont ceux qui ont les dérivations, le sus-décalage en inférieur ou l'inférolatéral, le segment ST horizontal descendant, l'amplitude du point J, l'aspect notch, aspect dynamique de l'onde J, extrasystole ventriculaire, accouplage court, syncope, etc. Bon, j'ai mis une petite plaque de diagnostic différentiel de tout ce qui est élévation du segment ST, bien sûr. Avant de retenir un aspect de repolarisation précoce, quand même, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de péricardite, il n'y a pas de ST+, il n'y a pas d'HVG, il n'y a pas d'anévrisme, etc. Donc, est-ce que c'est une maladie génétique? Donc, cette question a été l'objet de plusieurs études, parmi lesquelles cette étude française multicentrique, qui a été publiée en 2013, qui a objectivé 4 familles de repolarisation précoce. Donc, effectivement, c'est une maladie génétique à transmission autosomique dominante et des gènes codants pour des canaux potassiques, calciques et sodiques ont été impliqués dans cette étude. Donc, elle est considérée comme une véritable arythmie héréditaire. Et le CG chez les parents de premier degré, il faut toujours en faire si on découvre ce genre d'aspect électrique. Bon, pour le traitement, vraiment le traitement, il n'y a pas grand-chose parce que depuis longtemps, on pensait que c'était tout à fait normal et c'est qu'en 2008 que les choses ont changé. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de preuves scientifiques par rapport au traitement et qu'est-ce qu'il faut donner.
mais quand même, cette équipe de Bordeaux, ils ont remarqué que le bêta-bloquant, verapamil et mexilétine ont été inefficaces et une réponse partielle de l'amiodarone. Et seule l'administration de l'aquinidine a donné des résultats concluants pour prévenir les risques, les récidives d'arythmie. Donc ces patients qui ont fait des arythmies récupérables, seuls les quinidines ont prouvé leur efficacité. Donc la perfusion aussi de sympathomimétiques, l'isoproténérenol, ou d'une stimulation temporaire visant une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute ont été utiles dans les orages rythmiques. Et bien sûr, le défibrillateur aussi fait partie des traitements. Bon, l'indication, soit on est dans le cadre de la prévention secondaire, donc on est devant un syndrome de repolarisation précoce avec une FEV qui a été déjà faite, c'est le défibrillateur. Le DAI, en raison du manque de données solides concernant l'efficacité des antiarythmiques et du risque élevé de récidive de FEV, l'implantation d'un défibrillateur interne est indiquée dans tous les cas de FEV idiopathique chez les patients avec une repolarisation précoce. Ça, c'est de règle. Maintenant, pour la prévention primaire, donc c'est un patient qui a un aspect de repolarisation précoce et pas un syndrome. S'il est asymptomatique, pas de bilan. Et s'il fait une syncope, il faut faire tout un bilan de syncope classique qu'on connaît. Et s'il revient négatif, on ne trouve pas une étiologie de cette syncope, un REVIL peut être discuté et discutable, qui est un holter, si vous voulez, implantable de longue durée de 2 ans pour authentifier sur le plan électrique ou nous donner une étiologie si le patient refait cette syncope. Donc ça c'est plutôt plus ou moins un algorithme qui a été publié dans le Journal of Arrhythmia en 2006. Donc si on est devant un aspect de repolarisation précoce, le patient est asymptomatique. Bon, pour eux, si il y a tous les aspects de malignité et que le patient a déjà asymptomatique avec tous les aspects de malignité et surtout un antécédent de mort dans la famille, le défibrillateur est une classe 2B. Donc c'est vraiment discutable. Mais s'il n'y a rien de cela, on ne fait rien. Maintenant, si le patient il est symptomatique, il a syncopé, on a authentifié une arythmie, on met le défibrillateur classe 2B aussi. S'il n'y a rien, on n'authentifie pas d'arythmie, on le laisse tranquille. Maintenant, s'il fait des orages rythmiques, c'est l'isopréténérol plus ou moins quinidine et défibrillateur. Et malgré le défibrillateur, s'il refait des événements rythmiques, on le met sous quinidine, parce que ça prévient ces orages rythmiques. Donc un aspect particulier, c'est le sportif qui a l'aspect de repolarisation précoce. C'est très fréquent. C'est très fréquent, comme on a vu tantôt, ce sont des gens qui ont une hypertonie vagale et le vague accentue cet aspect de repolarisation précoce. Donc ça peut se trouver jusqu'à presque 90% des athlètes de haut niveau. Elle présente surtout une morphologie un peu différente, localisée aux dérivations antérolatérales, V3 à V6. Du fait de l'absence de données concluantes, il n'est pas raisonnable de contre-indiquer la poursuite de l'activité sportive des athlètes de haut niveau asymptomatiques présentant un aspect classique de repolarisation précoce. Et quand on voit un peu ce tableau, en comparant les patients qui ont fait une FV idiopathique par rapport aux athlètes et par rapport à la population, on voit que les patients qui ont fait de la FV, 63% parmi eux ont un aspect de repolarisation précoce en inférieur. Donc l'inférieur, il est dangereux. 15% en latéral et 31% le latéral haut. Par rapport aux athlètes de haut niveau, on a 50% parmi eux qui ont l'inférieur, mais 61% parmi eux qui ont leur repolarisation qui leur est un peu particulière en latéral, plus ou moins en antérieur. Et le contrôle, c'est 56-62. Donc ce qui attire l'attention que les athlètes, on en voit beaucoup chez eux, cet aspect de repolarisation précoce, et vraiment, on ne doit pas leur contre-indiquer de façon abusive la continuité de leur sport. Donc jusqu'à 90%, comme on a dit, de repolarisation précoce atypique, antérolatérale. C'est asymptomatique, pas de contre-indication à la pratique sportive, même en compétition. Bon, pour terminer et conclure, on va faire 2 petits cas cliniques qui sont un peu pratiques. C'est un jeune homme de 19 ans, en bonne santé habituelle et sans antécédent cardiovasculaire ou d'anamnèse familiale de mort subite, chez qui un ECG standard a été enregistré durant le cadre de son recrutement militaire. Donc une repolarisation précoce type Notched, c'est le crochetage de la partie terminale du QRS, est visible dans les dérivations inférieures et latérales, atteignant 0,3 mV en V4 avec un segment ST ascendant. Donc on voit bien cet aspect ici de Notched qui est ascendant. Notched, c'est un peu
ça fait partie des critères de malignité, mais le ST ascendant, non. Donc c'est en inférolatéral. Donc chez ce patient qui est asymptomatique, quelle sera notre conduite à tenir? Quelle investigation on va proposer? Quel conseil on va faire pour ce patient? Donc selon les auteurs qui ont publié ce cas clinique, aucune investigation supplémentaire n'a été prévue chez ce patient. Le patient a été rassuré quant à la bénignité des trouvailles, sans restriction de son activité ou mode de vie. D'autres praticiens préconisent que chez ces patients, on peut leur faire une épreuve d'effort, vu qu'ils sont en grande activité physique. Et quand l'épreuve d'effort masque ou fait disparaître cet aspect de repolarisation précoce, c'est encore plus rassurant chez ces patients et on peut les laisser faire leur activité qu'ils veulent. Donc, homme de 43 ans en bonne santé habituelle, sans antécédent cardiovasculaire, sans amnésie familiale de mort subite, présente une syncope à l'emporte-pièce au repos avec un traumatisme facial. Un épisode similaire a eu lieu 8 mois auparavant. Un massage carotidien, une échocardiographie et un type test sont revenus normaux. Le CG montre une repolarisation précoce isolée dans les dérivations inférieures avec une onde J notched de 0,1 mV avec un segment ST horizontal ou ascendant. Donc on voit l'inférieur, c'est l'aspect de notched classique. Donc chez ce malade qui a fait une syncope, quelle investigation proposée pour lui? Donc vous voyez bien qu'ils ont fait tout un bilan de syncope qui était revenu normal. Donc chez ce malade, ils ont proposé pour lui un enregistreur d'événements qui a été implanté afin d'évaluer d'éventuels troubles du rythme en cas de récidive de syncope. Donc c'est une situation un peu délicate, un patient qui fait une syncope et qui a un aspect de repolarisation précoce. On ne peut pas dire que c'est un syndrome parce qu'on n'a pas authentifié une FV. Peut-être qu'il fait un BAV paroxystique, on ne peut pas l'implanter un défibrillateur sans objectiver vraiment pourquoi il a syncopé. Donc c'est quand même une situation un peu délicate, mais quand même les commentaires des auteurs disent qu'une syncope traumatisante sans cause évidente ne doit pas être banalisée et une arythmie maligne doit être suspectée chez ce patient. En raison de la rareté des symptômes, un monitoring externe aurait un faible rendement, un enregistrement d'événements à longue durée est indiqué. Donc en conclusion, ne pas confondre aspect et syndrome. La repolarisation précoce a longtemps été considérée comme une trouvaille bénigne. Des données récentes indiquent que la repolarisation précoce est associée à un risque augmenté de mort subite. La repolarisation précoce maligne, elle est à rechercher. Et les traitements, pour l'instant, c'est les quinidines, les oprénalines et les défibrillateurs automatiques implantables. Donc, je vous remercie pour votre attention.